up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Moi, je suis en feu aujourd'hui, officiellement de retour chez moi après un bon 3 semaines et demie de voyage en Italie. Je suis atterrie, tout de suite après, je suis repartie 6 heures de route pour aller passer 4 jours dans un chalet près de North Bay, fait qu'à peu près à 6 heures de route de chez moi pour célébrer les 40 ans d'une de mes soul sisters, Sarah. Dans le fond, moi, j'ai 4 très bonnes amies qui habitent toutes dans la grande région de Toronto. Et 4 fois par année, c'est vraiment en priorité. On se fait des get-together, on se rencontre pendant entre 3 à 7 jours. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer effectivement un chalet ou un Airbnb. Des fois, je vais monter directement où est-ce qu'ils habitent, là, dans la région de Toronto. Mais principalement, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on se rejoint dans un chalet cosy, Airbnb, on passe du temps ensemble et là, on célébrait justement les 40 ans de Sarah. Donc, c'était absolument génial et je suis de retour, c'est ça, depuis hier. Donc, beaucoup d'avions, beaucoup de voitures dans les derniers jours, mais je me sens absolument groundée, très inspirée dans cette espèce de post-transition. On dirait que les 4 derniers jours au chalet, ça m'a aidé à transitionner entre mon aventure en Italie et la suite. La suite étant, l'été. Je mets ça comme 3 mois, là, juin, juillet, août, avec des belles intentions, des belles inspirations, des objectifs aussi. Puis, voilà. Fait que je suis dans cette vibe-là aujourd'hui. Et la conversation d'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui est inspiré aussi de mon voyage en Italie. Donc, si tu as suivi mes stories sur Instagram et Facebook, dans le fond, j'étais en Italie pour différentes raisons. La raison principale étant la retraite Immersion Empower au féminin qui avait été organisée par mon amie Mireille, qui a été sur le podcast dans le passé pour nous parler de yoga, pleine conscience et tout. Organisée aussi avec Pamela, qui est française et qui, de l'Europe, a travaillé depuis 2 ans avec Mireille pour vraiment créer tout l'aspect logistique de la retraite. Et il y avait plusieurs collaboratrices durant la retraite. Donc, on était 20 femmes, incluant Mireille et Pamela, et incluant différentes collaboratrices, dont moi, où est-ce que j'ai collaboré pendant la retraite. J'ai offert 2 séances d'entraînement au groupe de femmes. C'était absolument wonderful, dans des vues spectaculaires. La villa, c'était incroyablement luxueux, vraiment tellement d'abondance, magnifique. J'ai aussi offert un atelier conférence sur, évidemment, les saines habitudes de vie. Et j'ai pu faire aussi du Reiki. À la moitié du groupe, j'avais ouvert 5 spots durant la semaine parce qu'on avait du temps libre. Et finalement, j'en ai fait 10. Donc, ça a été très populaire de vouloir découvrir le Reiki. Le lieu dans lequel on était, écoute, c'était tellement enchanteur puis magique. On se devait là, de faire plus de séances de Reiki. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, tant qu'aller en Italie, moi, je me suis dit, je vais partir plus tôt puis je vais voyager par moi-même avant. Donc, j'ai voyagé toute seule en mode solo, comme j'adore faire aussi, pendant 10-12 jours avant la retraite. Puis, après la retraite, j'ai passé un 3-4 jours à Rome pour visiter, bien sûr, les classiques là, de Rome puis de l'Italie. Donc, il y a une très belle aventure. Mon 30e pays, même on rajoute le 31e, le Vatican, qui, oui, est considéré comme un État séparé de l'Italie. Donc, ça compte, 31 pays. Mais, comme je disais, l'épisode d'aujourd'hui est inspiré de ce voyage-là parce qu'avant la retraite, j'ai passé 8 jours en Sardaigne. Donc, sur l'île de Sardaigne, qui est une île à côté qui fait partie de l'Italie, bien sûr, mais à côté de vraiment la botte là, de l'Italie. Si vous voyez sur une map l'Italie, ça ressemble à genre une botte à talons hauts, là. Bon, donc à gauche, ou plutôt on devrait dire à l'ouest,
de l'Italie, il y a plusieurs îles, incluant l'île de Sardaigne. Et quand je me questionnais sur, bon, où est-ce que je devrais aller? L'Italie, c'est un grand pays. J'aimerais peut-être ça faire le nord pour aller faire les 5 terres, faire du hiking dans les Dolomites. Et j'ai quelques amis qui ont passé beaucoup de temps en Italie, qui sont italiennes même. Et une en particulier qui me disait, Claudia, je te connais, tu vas adorer la Sardaigne. Donc, je l'ai écouté. Je suis très contente de l'avoir écouté. Finalement, mais je suis restée là 8 jours. Donc, la Sardaigne, une île absolument magnifique et c'est une zone bleue. Donc, aujourd'hui, vous avez sûrement vu le titre du podcast, hein? On va parler des zones bleues. C'est quoi ça, des zones bleues? Pourquoi c'est important de savoir c'est quoi des zones bleues? Comment on peut être inspiré par les zones bleues? C'est de tout ça qu'on va jaser aujourd'hui. Mais sachez que la Sardaigne est une des 5 zones bleues dans le monde. Donc, c'est une île qui n'est pas si grande que ça. Par contre, je ne l'ai pas explorée au complet. Moi, j'ai fait surtout le sud et j'ai monté aussi à la moitié de l'île pour la moitié de mon séjour là-bas, mais plus le côté centre-est. Donc, il y a beaucoup de la côte ouest que j'ai pas faite et le nord. Souvent, dans le nord, c'est vraiment, tu sais, ils vont avoir des célébrités qui vont être là. C'est beaucoup plus riche. Il y a, bien sûr, des super de belles plages, mais il y en a partout autour de l'île. Donc, moi, je voulais rester dans des zones un petit peu moins touristiques, un petit peu plus... vraiment moins touchées, tu sais, moins de modernisation peut-être, puis plus de nature, tout ça. Il y a un gros parc national aussi dans le plein milieu de l'île. J'ai été faire du hiking absolument incroyable. Mais bref, j'ai adoré mon temps sur l'île. Et moi, je connaissais les zones bleues avant d'aller en Sardaigne. Donc, c'est un concept, pas un concept, mais c'est un... Comment on appelle ça? Un concept? Un fait? Une zone? En tout cas, c'est une information que j'étais au courant. Donc, j'avais hâte aussi de ressentir au niveau énergétique d'être dans une zone bleue, tu sais, au-delà de ce qu'on lit sur le data, les données de ces zones-là. Puis honnêtement, on le sent dans l'air, là. Je veux dire, t'arrives là-bas, puis tout est calme. Il y a tellement de nature. C'est ça, j'ai fait plein de randonnées. J'ai vu les plus belles plages que j'ai vues dans le monde. Vraiment dans mes top 3 à 5, là. Puis, vous me connaissez peut-être, là, genre, dans mes 31 pays, là, j'en ai fait en titi de la plage, parce que moi, je suis vraiment une fille de plage. Donc, j'en ai vu des plages, puis j'écoute, incroyable. Il y a une journée, j'ai fait 5 plages, parce que je m'amusais à faire du beach hopping. Fait que je conduisais, j'allais voir une plage, je restais là 1 heure ou 2, je rembarquais dans mon char, je conduisais, j'allais en voir une autre. Donc, bref, cette connexion à l'eau-là, bien sûr, c'est une île, hein? Absolument incroyable. Il y a comme une simplicité aussi dans le mode de vie. Les routes sont impeccables. Ça aussi, j'ai conduit dans des routes, puis je veux dire, tu tournes, tu sais, très sinueuse, là, fait que tu tournes le coin, puis paf, t'arrives devant un paysage qui est incroyable. Les gens sont pas stressés. Pardon, il y a comme pas d'agressivité sur la route, pantoute. J'ai pas entendu un seul klaxon, tu sais. Puis oui, il y a quelques grosses villes sur la Sardaigne, mais même dans les grosses villes, puis qu'il y a un petit peu plus de monde, puis il y a un petit peu plus de bâtiments, puis il y a un petit peu plus de commerce, puis il y a un petit peu plus de buildings, etc., il y a un petit peu plus de trafic, tu sais, des lumières, etc., c'est quand même un climat de calme, tu sais. Les gens sont dehors tout le temps. Ils sont à la plage très tard. Il y a des soirées que, je sais pas, moi, je revenais un petit peu plus tard parce que j'avais conduit 1 heure ou 2 là, pour aller visiter un petit peu. Puis même sur mon chemin du retour, même s'il était rendu 7-8 heures, ben les gens sont encore dehors à profiter à la plage. Tout le monde marche. Donc, j'ai vu énormément de gens marcher, faire de la course. Il y a énormément de vélos aussi. Fait que les gens sont super actifs. Les gens prennent leur temps pour manger. Tu sais, je veux dire, c'est jamais comme un manger. Je vais dire, tu manges jamais un café. Tu verras jamais comme un Italien prendre un café on the go, là. Tu sais, lui, il va s'asseoir, il va comme prendre son petit expresso dans le calme. Tu verras pas les gens manger dans leur char non plus. Tu sais, c'est comme on prend le temps, on enjoy la bouffe, on mastique, on jase. Il y a pas de presse, tu sais. Tu te poses et t'en profites. Puis j'ai eu une expérience aussi vraiment hot où est-ce que j'étais allée dans on appelle ça un agriturismo. Fait que c'est comme l'agriculture avec le tourisme, où est-ce que c'est vraiment des genres de fermes, des grandes étendues de terre, où est-ce que tu peux rester puis habiter là puis coucher là. Et la bouffe est fournie, puis c'est vraiment comme farm to fork, là. Fait que de la ferme à la fourchette. Et moi, je suis pas restée là pour dormir, mais j'ai été manger là pour le lunch, puis c'était un repas 6 services. J'ai jamais autant mangé de ma vie. Et ça a duré sur plusieurs heures. Puis, j'étais toute seule, fait que je pouvais vraiment observer les gens aussi. Puis voir un petit peu, bon, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils font ça, etc. Et tout était coloré, goûteux, savoureux. Tu sais, tu le ressens aussi même dans l'énergétique de la nourriture, à quel point c'est fait avec
abondance, avec gratitude, avec amour. Pendant qu'on était à la retraite, on n'était pas sur la Sardaigne, mais je veux dire, la vibe est quand même là, en Italie. On avait 2 chefs cuisinières qui sont restés avec nous toute la semaine, 24/7, pour nous cuisiner tout ce qu'on avait de besoin, tu sais. Puis c'est vraiment un art, puis tous les produits locaux, tu sais. Donc, bref, pour revenir à mon histoire, j'étais assis au petit resto, Agriturismo, tu sais, puis c'est ça, les gens, ils vont manger le premier service, puis là, tu vas les voir, ils vont se lever, ils vont aller dehors. Bon, ils vont fumer peut-être des fois parce qu'il y a beaucoup de fumeurs là, en Europe, si on le sait. C'est beaucoup dans la culture. Mais malgré ça, ça reste une blue zone. Et après ça, ils vont revenir, ils vont discuter ensemble, ils vont manger doucement, ils vont vraiment savourer, tu sais. Donc, cette espèce de go, 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 go que nous, on a beaucoup avec la nourriture ici, ben j'en ai pas vu ça là-bas, tu sais. Fait que ça, c'est qu'est-ce que moi, j'ai remarqué vraiment dans mes impressions personnelles. Et là, je veux vraiment aller dans plus les données puis les informations, puis j'ai complété un peu mes recherches sur les internets, tu sais, pour vous parler des autres Blue Zones, puis qu'est-ce que ça... C'est quoi la définition, puis c'est quoi les critères aussi? Il y en a 5 dans le monde, en fait. Mais qu'est-ce qui fait que c'est une Blue Zone? Et la partie la plus importante, c'est pour ça que je t'écoute le podcast au complet, c'est comment on peut transposer ça ici. Malgré que nous, tu sais, au Canada, en Amérique du Nord, ben, on n'habite pas sur une île magnifique où est-ce qu'il fait super chaud à l'année puis qu'on a des plages extraordinaires, tu sais. On a des circonstances, un environnement, des valeurs même de société qui sont différentes. Par contre, ça veut pas dire qu'on peut pas transposer certains de leurs principes, certains de leurs principes, de leur philosophie, même ici. Fait que c'est surtout de ça que je veux vous jaser aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est quoi une zone bleue? C'est une région du monde où est-ce que les gens y vivent exceptionnellement longtemps, et non seulement longtemps, mais en bonne santé. C'est un concept qui a été popularisé par Dan Buettner, qui est un explorateur, c'est un auteur qui a travaillé puis écrit pour National Geographic. Et lui, il a fait plein de recherches approfondies, tu sais, avec justement des chercheurs, des démographes, pour identifier 5 zones bleues officielles. Donc, les Blue Zones, si vous êtes plus dans la littérature anglophone, là. Puis, je vais juste répéter. C'est des gens qui vivent exceptionnellement longtemps et en bonne santé. Ils sont heureux, sont en santé. Parce que l'expérience de vie est en train de monter au Canada. Malheureusement, aux États-Unis, ça diminue. C'est la première fois en très, très longtemps que l'espérance de vie diminue. Ça va vraiment pas bien, tu sais. Par contre, ça veut pas dire qu'on vit un petit peu plus longtemps puis que notre espérance de vie est quand même relativement très bonne comparativement à plein d'autres endroits dans le monde, qu'on vit en bonne santé et même au contraire. Notre population au Québec, au Canada, on rentre dans le système de santé ou plutôt dans le système de maladie de plus en plus jeune. Ça veut dire que peut-être qu'on vit maintenant jusqu'à 82, 83, 84 ans, mais on rentre dans le système de santé peut-être à 65 ans versus 70 ans. Donc, non seulement c'est vraiment dommage de finir sa vie en très, très, très mauvaise santé, puis d'être malade, puis de vivre avec plein de symptômes, puis de complications, mais imaginez le coût. Puis, pas besoin de l'imaginer, on les a, les chiffres, là, les coûts exorbitants de notre système de santé, notre système de maladie, qui sont atroces. Atroces, tu sais. Fait que si on peut arriver à vivre, oui, plus longtemps, mais surtout en bonne santé, rentrer dans le système de santé, ou plutôt le système de maladie, encore une fois, ou dans les hôpitaux, puis blablabla, ou tu sais, tomber malade plus tard, bien, ça fait sauver énormément de coûts à la société. Et bien sûr, de façon plus individuelle, personnelle, bien, c'est beaucoup mieux, tu sais. Parce que qui veut être... Puis vous en connaissez peut-être des gens, là, qui sont malades pendant 5, 10, 15, 20 ans même, avant de mourir, tu sais. C'est vraiment dommage. Donc, les 5 zones bleues officielles, il y a Okinawa au Japon. La longévité là-bas est surtout remarquable chez les femmes. Puis, ils ont vraiment un gros sens de communauté. Ils ont un régime qui est très, très riche en légumes, en algues. Puis, vous avez peut-être déjà entendu la philosophie de vie, le Ikigai, qui est la raison de vivre. Hein? Ça vient du Japon, effectivement. Puis, il y a un autre concept aussi qui est le hara hachibu. Donc, ça, c'est vraiment de manger à 80% de sa satiété. Et ça, on va en parler dans les 9 principes clés là, des Blue Zones au niveau de la nutrition, parce que c'est un des facteurs qui est le plus influent, bien sûr. T'sais. Donc, ça, c'est vraiment 2 philosophies principales pour cette zone bleue-là, spécifiquement au Japon. Donc, de trouver sa raison de vivre et bien sûr de vivre en alignement avec celle-ci, puis de manger à 80% de notre satiété. Notre satiété, c'est quand on est plein. Souvent, on mange trop, hein? Puis on se rend compte après que comme « Oh mon Dieu, j'étais pleine il y a 20 minutes, mais genre, j'ai trop mangé. » La
La Sardaigne, en Italie, c'est une des plus fortes concentrations de centenaires masculins. Donc, quand on utilise le mot centenaire, c'est des gens qui vivent jusqu'à 100 ans et plus. Donc, c'est un des endroits dans le monde où est-ce qu'il y a le plus d'hommes qui vivent à 100 ans et plus. Ils ont, bien sûr, une alimentation méditerranéenne. Ouais, il me manquait une consonne, là. Une syllabe. Donc, beaucoup d'huile d'olive, riche en légumes. Vous connaissez peut-être justement la diète méditerranéenne. On a d'ailleurs eu un atelier là-dessus pendant notre séjour en Italie, alors qu'on mangeait beaucoup selon ces principes-là, tu sais. Troisième zone bleue, c'est au Costa Rica, la région du Nicoya, où est-ce qu'il y a vraiment un fort lien familial. Vous allez voir, c'est aussi la communauté, la famille, les relations interpersonnelles, ça revient beaucoup. Une alimentation qui est très, très traditionnelle. Puis, un aspect intéressant, c'est qu'ils ont une eau riche en calcium et en magnésium, des minéraux qu'on a souvent une déficience, surtout en Amérique du Nord. Magnésium, c'est pas la première fois qu'on en parle, que ce soit moi ou avec des invités, là, super important comme minéral. Et il y a aussi le Pura Vida au Costa Rica, hein, qui revient un petit peu à l'ikigai au Japon. Tu sais, c'est quoi le sens de ta vie? Puis, au Costa Rica, c'est des gens qui travaillent physiquement aussi à tous les jours, même quand il y a un âge avancé. Donc, bien sûr, on va parler d'activité physique. Ensuite, la quatrième région, c'est Ikaria en Grèce. Et c'est un endroit où est-ce que c'est une île, en fait, où est-ce qu'il y a vraiment un très faible taux de maladies chroniques. Et les maladies chroniques, c'est ce qui nous tue majoritairement dans les pays occidentaux en Amérique du Nord. Donc, maladies chroniques, chronique le dit, ça reste. C'est là longtemps. C'est des choses qu'on peut renverser. C'est des choses qu'on peut guérir, même si ça fait longtemps. Grâce, entre autres, aux 9 choses qu'on va jaser aujourd'hui, puis à d'autres épisodes de podcast que vous avez sûrement entendus ou que vous allez regarder que j'ai fait dans le passé avec différents invités ou moi-même, tu sais. Mais vraiment intéressant de constater que, bien sûr, ça a un lien super clair, là. Si tu as moins de maladies chroniques, ben tu vas vivre plus longtemps puis en meilleure santé. Eux autres aussi, en Grèce, hein, ils ont cette alimentation-là qui est méditerranéenne, donc encore une fois, des légumineuses, l'huile d'olive, des légumes, même du vin local en portions modérées, bien sûr, tu sais. C'est une île aussi où est-ce qu'il y a vraiment pas de stress, ben, peu de stress. J'ai rajouté là aussi une lettre, une consonne. Ils ont un rythme de vie qui est super lent. Ils font une sieste quotidienne, tu sais, un peu comme en Espagne aussi, là, il y a la siesta en après-midi. Ben sur cette île-là aussi, fait que c'est un genre slow pace living. Il y en a pas de rush, il y en a pas de problème, tu sais. Donc le stress, bien sûr, un très très gros facteur important pour la longévité. Et finalement, la 5e zone bleue, c'est à Loma Linda en Californie. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'il y a une vie spirituelle qui est très présente. Ils prônent beaucoup le végétarisme, ils prônent beaucoup de pas fumer, de pas boire d'alcool. Eux autres aussi, ils ont quand même une pratique régulière de repos, par exemple le sabbat. Ils font, eux autres aussi, de l'exercice physique doux et constant. Et ils ont une forte cohésion communautaire. Donc, on commence déjà à entendre des thèmes qui reviennent, hein? Que ce soit la communauté, que ce soit le slow pace living avec pas trop de stress, que ce soit avec, bien sûr, l'alimentation qui est super, super importante. Fait que c'est vraiment ces 5 zones-là où est-ce qu'encore une fois, les gens ils vivent jusqu'à 100 ans et plus et où est-ce qu'ils vivent en santé et heureux. Donc, il y a 9 facteurs communs que Buettner a appelés les Power 9. Donc, les 9 concepts, les 9 règles, les 9 philosophies, les 9 facteurs, bref, qui font en sorte que la zone bleue va être définie comme une zone bleue. Imaginez ça comme un peu des critères. Donc, en ordre et désordre, là, mouvement naturel régulier. Fait que c'est pas nécessairement du sport intensif. C'est surtout beaucoup de marche, du jardinage, du vélo. Fait que c'est un mouvement, activité physique naturelle et régulière, au quotidien. Le deuxième critère, c'est qu'il y a un but de vie clair. Hein, on parlait du Pura Vida au Costa Rica, du Ikigai au Japon. Fait qu'on a un sens à notre vie, on a une mission de vie, on a un but, une raison de vivre. Numéro 3, c'est la réduction du stress. Donc, c'est des endroits où est-ce que les gens sont vraiment chill, vraiment zen, grâce à des rituels, grâce à ce côté-là spirituel, la prière, la méditation, etc. Ensuite, on a la règle des 80% qu'on a entre autres entendu, que je vous ai parlé par rapport au Japon. Donc, de ne pas se remplir l'estomac complètement, hein, de se garder un 20% où est-ce que c'est chill, on n'a pas besoin de trop manger tout le temps.
Numéro 5, on a une alimentation qui est surtout végétale. Donc, bien sûr, qui vient de la nature. Pas d'aliments méga transformés. C'est des régions aussi qui mangent peu ou pas de viande rouge. Fait que ça, c'est intéressant parce que moi, je suis quand même pro-viande dans la vie, là. Et avec modération et surtout bonne qualité de viande. Parce que, je veux dire, un steak de bœuf avec un bœuf qui a été élevé en liberté, pas shooté plein d'hormones puis d'antibiotiques, bien vieilli tranquillement et nourri, bien sûr, à l'herbe versus du salami. On s'entend que c'est pas la même qualité de viande, tu sais. Ensuite, numéro 6, consommation modérée d'alcool. Donc, il y a des zones qui prônent vraiment zéro alcool. Tu sais, je vous avais parlé, entre autres, de Loma Linda, en Californie. Mais les autres, ils ont quand même un petit peu de vin rouge. Tu sais, ça aussi, ça fait partie pas de la communauté, mais de la culture, en Europe, entre autres. Donc, c'est vraiment une consommation qui est modérée, encore une fois, intentionnelle. Puis, souvent avec le vin rouge, tu sais, qui est vraiment à la source, qui est rempli d'antioxydants, entre autres. Numéro 7, au niveau des critères, appartenance à une communauté spirituelle ou religieuse. Donc, cette espèce d'aspect de croire en quelque chose de plus grand que nous. Peu importe ce en quoi tu crois ou quelle communauté spirituelle ou religieuse à laquelle tu t'associes, mais il y a vraiment ça qui est présent. Numéro 8, la famille d'abord. Donc, il y a cette espèce d'aide-là intergénérationnelle. Tu sais, ici, en Amérique du Nord, je veux dire, on sac nos vieux dans des CHSLD, puis c'est très, très individualiste. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui deviennent super, super lonely, puis seules, puis isolées. Et ça, c'est un gros, gros, gros facteur qui fait en sorte que la personne peut avoir des maladies et même mourir plus vite. Vraiment, là. Donc, famille d'abord, priorité aux proches, s'entraider, etc. Et dans le même ordre d'idée, numéro 9, bien, c'est avoir un cercle social qui est sain. Donc, du soutien au niveau de la communauté, d'avoir un entourage qui est positif, d'avoir des amis, même à 100 ans, tu sais, et surtout à 100 ans. Donc, vous voyez que c'est des choses qu'on entend, c'est des choses qu'on est au courant, c'est des choses qu'on sait qui sont importantes pour la santé, mais là, c'est vraiment clair, prouvé que d'intégrer tout ça dans notre quotidien bien, peut nous permettre, comme dans les zones bleues, de vivre plus longtemps et, encore une fois, surtout en santé. Fait que là, on fait comment pour intégrer ça dans notre mode de vie nord-américain qui favorise la sédentarité, l'isolement, la suralimentation puis le stress chronique. On s'entend, là. Peut-être que vous le vivez puis vous le ressentez dans votre corps déjà. On est dans un environnement, dans une culture, dans une société en Amérique du Nord, je vais répéter, qui favorise la sédentarité. On bouge de moins en moins. Tu peux cliquer sur 3 petits pitons sur ton cellulaire, puis tu as la bouffe qui est livrée à toi, ton épicerie qui est livrée à toi. La plupart des gens sont rendus en télétravail, à temps partiel ou à temps plein, fait qu'ils sortent même plus de chez eux. Fait que c'est la sédentarité. On ne bouge plus. Du tout. Ou à peine. Pour la majorité des gens. L'isolement. Un petit peu dans le même ordre d'idée, hein? On reste chez nous. On sort plus pour aller manger, on sort plus pour aller travailler, on sort plus pour aller au gym. On sort, tu sais, on est isolé, beaucoup, beaucoup. La suralimentation. On mange beaucoup trop. On est exposé à tellement d'abondance de nourriture et de mauvaise nourriture qu'on mange beaucoup trop. On grignote toute la journée, on n'est pas à l'écoute de notre corps, fait qu'on mange des plus grosses portions que le corps aurait besoin. On grignote le soir parce qu'on est stressé ou on est fatigué. On mange un petit chocolat par-ci, on finit les assiettes de nos enfants, on va au restaurant puis on mange des portions qui sont le double, le triple même de qu'est-ce qu'on aurait besoin. On mange un muffin, qu'on pense que c'est une bonne collation, finalement, il y a 500 calories dedans. On mange nos émotions. Puis, tu sais, je juge personne, j'étais dedans là, longtemps, moi aussi, là. Donc, c'est pas évident d'avoir des bons réflexes alimentaires, des bonnes habitudes alimentaires quand on est toujours face à de la suralimentation partout, là, dans nos épiceries, sur la route, sur les réseaux sociaux, on voit plein de recettes, dans les magazines, dans, bien sûr, les annonces, les publicités, que ce soit sur Internet ou sur la télévision, etc., tu sais. Donc, c'est très difficile. Et le dernier, le stress chronique. Encore une fois, on est dans une société en Amérique du Nord extrêmement stressée, avec le taux de cortisol dans le tapis tout le temps.
On est dans un système nerveux dérégulé qui est toujours en mode fight or flight, comme si on avait toujours un lion qui nous courait après. Et le corps va réagir de façon stressée à des petites choses. On manque de résilience, je trouve, par rapport au stress. On est de moins en moins équipé pour faire face au stress. Et donc, on se ramasse avec de plus en plus de stress qui reste chronique. Fait que comme notre société favorise tout ça, ça reste un défi de taille de transposer les principes des ondes bleues dans notre environnement. Par contre, il y a des solutions pratiques, puis il y a des obstacles qui sont réalistes, en fait, qu'on peut prendre en compte puis qu'on peut contourner un petit peu. Fait qu'on va passer à travers chacun des points, puis je vais vous donner un petit peu, bien sûr, les principes qu'on comprend bien. Hein? La plupart des choses, c'est pas des nouvelles informations. Là. On le sait que c'est important de manger près de la nature puis de pas stresser dans la vie. Mais je veux qu'on compare un peu, OK, c'est quoi les problèmes qu'on a en Amérique du Nord puis comment on peut, bien sûr, contrer ça puis les adapter avec des solutions simples et surtout pratico-pratiques. Fait que si on commence avec l'alimentation, un des principes des ondes bleues, c'est une alimentation qui est super riche en légumes, en légumineuses, en noix, en fruits, en grains entiers. Il y a vraiment une faible consommation de produits transformés, une faible consommation de sucre, une consommation plus basse de viande rouge aussi, comme on avait mentionné. C'est plus des petites portions qu'ils vont manger, puis c'est très, très souvent cuisiné à la maison. Ce qui se passe en Amérique du Nord, c'est un peu le contraire. On manque de temps pour cuisiner, on manque de compétences pour cuisiner aussi, parce que c'est pas des choses qu'on apprend, c'est pas des choses qui sont transmises non plus de génération en génération. Il y a une surabondance de produits transformés qui sont faciles, rapides, pas trop chers. On met énormément de marketing sur le fast-food, les collations, la viande, etc. Il y a aussi un accès qui est inégal à des aliments sains. Ça, c'est vraiment un problème de société, là. Je veux dire, on est privilégié pour plusieurs d'entre nous d'avoir accès à cette abondance de nourriture-là, incluant des aliments sains. Par contre, il y a des endroits dans les milieux urbains qui sont très, très pauvres et que, de façon géographique et ou financière, ils n'ont pas accès à ces aliments sains-là. Donc ça, c'est des choses, bien sûr, au niveau de l'accessibilité qui n'est pas à négliger dans notre situation. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter les bons principes d'alimentation ici? Bien, commencer par des remplacements qui sont simples. Fait que mettons que tu manges de la viande 7 fois par jour, puis tu manges de la viande de très mauvaise qualité, bien peut-être que tu remplaces tranquillement pas vite un de ces repas-là dans ta semaine ou dans ta journée par quelque chose qui serait plus sain. T'sais. Si tu bois du lait de vache, ben peut-être que tu passes au lait d'amande, au lait de noix, pour réduire de cette façon-là. Consommation, surtout au niveau du lait, là, on le sait, c'est de plus en plus inflammatoire pour beaucoup de personnes, le lait de vache surtout. Vous pouvez remplacer certains repas avec, je sais pas moi, essayer des lentilles, des haricots, intégrer des légumes que ça fait full longtemps que vous n'avez pas mangé, vous faire des currys, des burritos, des soupes, etc. Donc vraiment changer un peu l'espèce de viande, patates, pain pour des repas qui sont plus colorés. Au niveau de votre épicerie, bien, c'est sûr que on l'entend souvent, là, faire le tour de l'épicerie versus rentrer dans les allées, bien, tu vas être exposé à beaucoup plus d'aliments frais. Donc, acheter en vrac, lire les étiquettes. Fait que, par exemple, là, une règle un peu facile, là, c'est que si sur ton aliment, tu as 5 ingrédients ou moins, sans sucre ajouté ou mots super longs que tu n'es pas capable de prononcer, mais ça risque d'être un aliment ou un plat qui est assez sain, pas trop transformé. T'sais. Ensuite, on parlait de passer du temps dans la cuisine, puis prendre le temps, autant pour préparer que pour manger. Fait que peut-être que toi, c'est le week-end que tu vas redécouvrir ta cuisine, que tu vas passer du temps à faire du batch cooking, à faire du meal prep. Tu vas cuisiner en plus grande quantité pour les plusieurs jours. Peut-être que tu peux utiliser des choses qui vont te faciliter la vie, genre ton croque-pot, je sais pas moi, ton blender, ton air fryer, ta Thermomix, peu importe, tu sais. Puis garder ça simple. En Italie, quand on était à la retraite, là, avec les 2 chefs cuisinières, mon Dieu, qu'on a mangé de façon incroyable, puis c'était coloré. Et le commentaire qui venait souvent, c'est comme c'est simple quand même, tu sais. Mais c'est juste de jouer avec 2 couleurs, de rajouter une petite texture, de mixer des choses ensemble que tu n'aurais peut-être pas le réflexe de faire, tu sais. Donc, garder la simplicité. Puis aussi,
le comment on mange, hein? Comme je vous avais dit, tu vas pas voir un Italien prendre un café on the go puis manger dans sa voiture un sandwich, tu sais. Fait que manger lentement, manger en pleine conscience, pas manger justement en conduisant ou en regardant la télé, tu sais. Puis cuisiner avec les autres, ce qui nous amène à un autre point des ondes bleues, tu sais, l'aspect social, le lien social autour de l'alimentation. Tu sais, faire des repas communautaires, faire des potlucks, intégrer ses enfants, tu sais. Fait que c'est tout, oui, qu'est-ce qu'on mange dans l'assiette, mais tout le autour de l'assiette qui est super important. Donc ça, c'est des façons, en fait, d'intégrer ce concept-là, ce principe-là, ce critère-là d'alimentation saine en Amérique du Nord. Encore une fois, c'est pas rien de nouveau, là, mais c'est de peut-être choisir une seule chose dans cette liste-là et d'en faire une grande priorité. Ensuite, quand on part du principe d'avoir un but de vie clair, un ikigai, un pura vida, une raison d'être, c'est vraiment comme avoir une raison de se lever le matin, un objectif profond qui va donner du sens à ta vie, tu sais. Souvent, en Amérique du Nord, on a une culture qui est centrée sur la réussite professionnelle, le succès, entre guillemets, et la productivité. Fait que c'est comme accomplir full, en faire beaucoup, puis on va se rendre à la retraite. Puis la retraite, c'est comme la fin là, de mon expansion professionnelle, au lieu de voir ça comme un nouveau chapitre. Sur ça, on voit ça souvent, tu sais. Les gens, là, dans les blue zones qui vivent jusqu'à 100 ans, mettons qu'ils prennent leur retraite à 60, 65, puis même 70 ans, ben il y a un autre 30, 35 ans de leur vie, là. Fait que si t'as pas d'ikigai, si t'as pas de raison de te lever le matin, ça va être bien difficile puis bien démotivant, là. Donc, souvent, nous, ce qui arrive, c'est qu'on se ramasse, encore une fois, en isolement. On a une perte de repères. On a un changement de vie. Genre, on prend notre retraite, justement. Il y en a qui se divorcent. Il y en a qui vont déménager. Puis là, on a comme plus vraiment de raison de s'accrocher à quoi que ce soit. Fait que le ikigai, c'est vraiment de croiser qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on sait faire, nos compétences, qu'est-ce que le monde a de besoin, puis ça, pourquoi on peut être utile et ou payé même. Fait que quand on croise puis on met ça tout ça ensemble, au centre de ça, tu vas trouver ton ikigai. Puis tu sais, aller sur Google, là, I-K-I-G-A-I, c'est un exercice qui est super connu, puissant à faire, tu sais. Puis, justement, quand on arrive à un stade de notre vie où est-ce que, par exemple, on travaille plus, puis qu'on n'a plus cette culture-là qui est centrée sur la réussite professionnelle, ben pourquoi pas faire du bénévolat, tu sais, du mentorat, essayer des nouvelles passions, essayer des nouveaux exercices. Ma grand-mère, elle a début 80, là, puis elle a commencé à faire de l'aquaforme, là. Puis ça faisait genre 30 ans qu'elle n'avait pas mis un maillot puis qu'elle n'avait pas été dans la piscine de sa vie, tu sais. Puis là, finalement, elle se rend compte qu'elle adore l'aquaforme. Donc, à tous les jours, pas besoin d'attendre à la retraite, mais à tous les jours, au-delà de ton travail, tu sais, comment tu fais pour t'épanouir? Est-ce que tu as un espace pour pour t'épanouir, pour faire justement des nouvelles activités, des passions, pour avoir du plaisir, puis pas juste travailler puis consommer, tu sais. Ensuite, prochain principe, réduction du stress. Donc, on en a parlé, hein? Dans les zones bleues, ils sont, premièrement dans un slow living. Ils font des rituels, ils vivent lentement, ils sont dans la gratitude, ils font des siestes. Alors que nous, qu'est-ce qu'on met de l'avant en Amérique du Nord? C'est le grind puis le hustle. More is better. Sleep is for the weak. I'll sleep when I'm dead. Puis si t'en fais pas plus, t'auras pas plus, tu sais. Fait qu'on est toujours dans une surcharge mentale qui est élevée. On est toujours dans nos notifications non-stop, puis toujours être disponible. Quand on fait une sieste, ça veut dire qu'on est paresseux. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast qui s'en vient avec une invitée incroyable la semaine prochaine. Oui, je pense la semaine prochaine avec Marie-Ève. Donc, on se donne vraiment pas le droit au repos. C'est toujours go, 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 faire, faire, faire. Comment on fait pour intégrer ça dans cette culture-là de grind puis de hustle? On commence avec 5 minutes. Ça aussi, on le dit souvent, là, 5 minutes de respiration, de méditation, de relaxation par jour. On se fait un petit rituel qui est apaisant. On va marcher, mais sans notre téléphone. On écrit dans un journal, on pratique la gratitude. On peut faire des power naps, là, quand on est super fatigué, de power napper, là, de 15 à 20 minutes, là, quand on est en télétravail ou quand on est entre deux choses puis qu'on a l'espace pour le faire. Au lieu de power through puis se rendre vraiment genre productif puis go, 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 go jusqu'à temps qu'on crash le soir devant la télé, tu sais, t'as le droit. Fait que réduire ton stress, là, c'est pas juste quand tu t'en vas en voyage, mettons, là, ou quand tu fais une retraite silencieuse ou que, tu sais, ton cours de yoga. Oui, ça peut aider, bien sûr. Pardon, mais il faut que ça s'apprenne et ça s'intègre surtout pour apprendre à faire une vraie pause. Pas une pause de stimulation en scrollant sur tes réseaux sociaux. Ensuite, on continue. Prochain critère, on a parlé de l'activité physique, de bouger et surtout la différence, d'avoir un mouvement qui est naturel, d'intégrer l'activité physique de façon constante à tous les jours.
Fait que dans les zones bleues, ils montent des collines, ils marchent énormément, ils font du jardinage, ils vont aller jouer à la plage puis se baigner, ils vont nager, ils vont se lancer le ballon, etc. Donc, c'est de bouger naturellement à tous les jours. Alors qu'ici, on a un travail qui est ultra sédentaire pour la plupart d'entre nous. On est assis, mon Dieu, minimum 8 heures par jour à peu près. On est dépendant de la voiture. C'est très rare qu'on va aller faire nos commissions à pied, même si c'est à 10, 15, 20 minutes de marche. Hein? Puis, pas tout le monde, mais certains d'entre nous, on habite vraiment dans des villes où est-ce que les zones résidentielles sont isolées. Donc, soit qu'on a peu d'accès à des espaces verts ou on n'a justement pas le choix de prendre la voiture pour se rendre d'une place à l'autre, tu sais. On est aussi dans une culture où est-ce qu'on associe beaucoup le mouvement à genre de l'entraînement intense. Et oui, je suis la première à dire puis à mettre de l'avant que ça te prend des entraînements plus intenses dans le sens que tu vas travailler musculairement, tu vas travailler ton cardio pour aller chercher des adaptations puis du progrès. Absolument. Et le mouvement naturel, le développement d'un mode de vie, d'un quotidien actif, on n'en parle pas beaucoup de ça. C'est comme je fais mon heure de workout intense au gym puis après ça, je suis assise sur mon cul les 23 autres heures. Tu sais, ou genre, je fais mes 2-3 trucs par semaine intenses, puis le reste du temps, je suis super sédentaire. C'est super là, que tu fasses tes 2-3 trucs intenses par semaine, et c'est pas suffisant. Et on est aussi dans une culture de performance, hein? Donc, parfois, on va trop loin dans la performance. Ça, c'est des gens qui vont faire des marathons, des Ironman, ou même des gens comme moi qui se sont ramassés en surentraînement, puis on se ramasse avec des blessures, des trucs néfastes, justement, où est-ce que le corps s'écroule, puis on n'est pas vraiment mieux en santé. On pense qu'on l'est parce qu'on fait du sport intense, tu sais. Fait qu'il faut faire attention puis aller chercher cette harmonie-là puis cet équilibre-là. Fait que, tu sais, pour adapter ça, ces principes de zone bleue-là, tu sais, c'est faire des pauses... Encore une fois, c'est des choses que vous savez, là. Faire des pauses actives, aller joindre un club de marche, intégrer du jardinage, des rénovations chez vous, monter les escaliers ou prendre l'ascenseur, aller marcher 10 minutes après chaque repas. Quand vous êtes dans des appels, les faire en marchant, tu sais. Fait que c'est... Comment je peux intégrer du mouvement pour bouger naturellement à tous les jours? Parce que ton corps, il n'est pas fait pour rester immobile, là. Oui, c'est cool là, d'aller au gym, mais juste de marcher plus naturellement chaque jour, de faire quelques stretching, de mettre une musique que t'aimes puis de danser, il faut bouger de façon variée à tous les jours. Numéro 4, c'est la consommation modérée d'alcool. Donc, encore une fois, sauf, entre autres, une des zones bleues qu'eux, ils disent vraiment zéro alcool, dans les autres zones bleues, ils mettent ça comme un principe, hein? C'est-tu pas intéressant? Fait qu'ils disent 1 à 2 verres maximum de vin rouge par jour avec les repas de façon sociale et intentionnelle. Alors que nous, en Amérique du Nord, on est beaucoup dans le binge drinking. C'est moi, je bois de l'alcool pour me saouler, pour être tipsy, quand c'est une fête, etc. Ou on est dans une culture de problèmes de dépendance ou d'usage solitaire. Hein? Fait qu'on va boire toute seule comme, justement, dépendance, addiction, comme échappatoire même. Il y a une grosse culture de comment la mère qui est fatiguée, puis elle arrive chez elle, puis enfin, elle a sa bouteille de vin qui l'attend, puis là, dérangez-moi pas, je bois ma bouteille de vin, tu sais. Ou cette pression sociale-là de boire tout le temps. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est pas de se dire, OK, à cause des zones bleues, je vais commencer à boire à tous les jours. Non, non, non. C'est l'intention derrière. Boire moins, mais boire mieux. En bonne compagnie, jamais seul. Tu sais? Puis si on boit pas, c'est d'aller chercher des alternatives qui sont festives, des tisanes, des mocktails, du kombucha. Fait que c'est vraiment la modération comme mode de vie social, comme partage avec les autres. Et non genre, dans les zones bleues, ils boivent beaucoup de vin, donc je vais commencer à boire du vin moi aussi. On comprend, là? C'est plus une excuse, une raison pour ralentir, pour savourer la présence des autres, pour faire un cheers à la vie. Hein? Donc, on comprend les raisons pourquoi on boit, ici versus ailleurs ou dans les zones bleues, sont différentes. Fait que c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Encore une fois, tu peux vraiment mettre de l'eau gazéfiée dans ton verre de vin, là. Ensuite, prochain critère, appartenance à une communauté spirituelle ou religieuse. Donc, tu sais, c'est ça, les centenaires dans les zones bleues, ils participent à une communauté quelconque, au moins une fois par semaine. Que ça soit aller à l'église, pour ceux qui sont croyants, que ça soit faire un rituel avec leur communauté spirituelle, tu sais. Et nous, en Amérique du Nord, on est vraiment dans une espèce de méfiance, j'ai envie de dire, de certaines institutions. On est dans une solitude spirituelle. On est dans cette illusion de séparation alors qu'on n'est qu'un.
On est vraiment tous interreliés, tu sais. Puis c'est pas du wouhou spirituel, c'est littéralement de la science, là, quand on va parler d'atomes, puis fréquences énergétiques, puis énergie, tout ça. On est très dans l'individualisme versus aller chercher, justement, cette communauté-là qui croit aux mêmes choses que nous, tu sais. Donc, est-ce que vous pouvez rejoindre un groupe, puis enlève le religieux spirituel, mais peut-être un groupe de lecture, un groupe de tricot, je sais pas moi, une chorale qui font du chant, tu sais, ou peu importe. Tu peux-tu rejoindre un groupe qui ont un sens, en fait? Est-ce que tu peux créer, toi, tes propres rituels de connexion avec ce en quoi tu crois? Puis ça peut être la nature, ça peut être le monde, ça peut être le karma, ça peut être le destin, ça peut être Dieu, tu sais. Tes rituels à toi de gratitude, de silence, de te connecter dehors, à la nature, tu sais. Donc, encore une fois, le but, c'est pas d'être croyant, d'être religieux, là. C'est pas ça qu'ils disent. Mais c'est de s'unir ensemble, en communauté, autour d'un engagement qui est partagé, autour d'un tout, tu sais, d'un groupe, de quelque chose qui fait du sens. Donc, un principe super important. On continue, on achève. La famille d'abord. Hein? Donc, un des principes des ondes bleues, c'est qu'on prend soin de nos aînés, on passe du temps avec les enfants, on vit dans des familles élargies. Notre réalité en Amérique du Nord, c'est que souvent, on a des familles qui sont dispersées géographiquement parlant. Je pense pas que vous habitez toutes à 10 minutes de route de vos sœurs, vos frères, vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos parents, vos grands-parents, tu sais. On a un travail qui est très, très prenant, donc on manque de temps, on a peu de temps de qualité avec nos proches. Et, j'ai envie de dire surtout, on est dans une culture d'indépendance radicale. J'ai pas besoin de personne, je m'arrange tout seul. On connaît même pas le nom de nos voisins, tu sais. On veut pas se faire déranger, notre belle-mère nous tape ses nerfs, fait qu'on va plus dans notre famille. Plus on vieillit, moins on a d'amis, tu sais. Puis il faut se connaître aussi, hein. Moi, je suis super introvertie dans le sens que comme je refais mes batteries d'énergie toute seule. Donc, non, je vais pas commencer à me mettre 50 choses sociales dans ma semaine, ça va me brûler. Donc, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais d'avoir ces relations-là de cœur et proche et de connexion avec notre famille d'abord. Puis ta famille, c'est toi ta propre définition de ta famille, là, tu sais. Ça peut être tes amis, ça peut être tes voisins, justement, ça peut être une communauté ou ça peut être ta famille de sang, tu sais, c'est bien correct, là. Mais on perd ça beaucoup, puis c'est dommage, tu sais. Fait qu'on peut appeler nos proches un petit peu plus souvent, hein? On peut planifier des moments ensemble. Comme moi, je viens de revenir, là, fait que là, j'ai envoyé un message à ma grand-maman ce matin. Je suis comme « Hey, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? T'es-tu disponible vendredi ou samedi matin? Tu sais, je pourrais venir déjeuner avec toi. » J'ai appelé ma sœur hier, tu sais, puis bon, on s'est organisé pour que j'aille garder les gars, mes neveux, la semaine prochaine pour sa fête, tu sais, puis je vais rester à coucher, je vais pouvoir passer du temps puis bruncher avec eux, tu sais. Même chose avec ma meilleure amie. Bon, je reviens d'Italie, tout ça, tu vas avoir un bébé bientôt, je viens passer du temps avec toi, tu sais. Fait que c'est de prioriser ça puis de les programmer dans notre horaire, parce que si on se dit « Ah, on va se voir quand on aura du temps », bien, vous le savez, la vie passe vite, puis finalement, on se ramasse à pas mettre ça en priorité. Si on est capable de manger en famille aussi, tu sais. Bon, moi, j'habite seule, fait que c'est plus difficile, mais je veux dire, très régulièrement, je vais aller manger chez mes parents pour manger avec eux. Puis, bon, j'aime ça me faire gâter par ma mère qui cuisine pour moi, là. Mais mon frère va venir, ma soeur va venir, tu sais, ma nièce, mes neveux, tu sais, tout ça. Donc, manger ensemble. Tu sais, il y a beaucoup de familles qu'ils mangent plus ensemble autour de la table. Chacun est comme dans sa chambre à faire ses trucs, ou sont autour de la table, mais sur des cellulaires, fait qu'ils sont déconnectés. Donc, ça, c'est un principe qui est important dans les ondes bleues, de manger ensemble, de partager ça, tu sais. Avoir des rituels aussi avec notre famille, nos amis. Tu sais, nous, on a un rituel, comme je vous disais, avec mes Soul Sisters, 4 fois par année. On se rencontre de 3 à 7 jours. Peut-être que, je sais pas moi, vous faites un appel vidéo à chaque mois avec telle personne dans ta famille ou tes amis. Peut-être qu'à chaque premier dimanche du mois, ben, c'est le brunch familial, tu sais. Fait que dans les ondes bleues, là, les personnes âgées sont pas placées, sont entourées. Puis les enfants, ils grandissent dans des foyers qui sont multigénérationnels, où est-ce qu'on peut transmettre toutes sortes de richesses, de connaissances, puis d'expériences, puis de sagesse. Et pas genre, ben, t'as eu un enfant, tu t'arranges tout seul chez toi avec ton conjoint qui travaille à temps plein, puis toi, t'es toute seule dans ton congé de maternité, puis tu t'occupes des enfants 24 heures sur 7, tu sais. Comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bref, vous comprenez. It takes a village to raise a kid, là, comme on le voit plus tant, le village, dans la société d'Amérique du Nord, tu sais. Donc, super important comme principe. Et finalement, le dernier critère qu'on n'avait pas encore abordé, qui est un peu dans le même sens, hein, c'est le cercle social qui est sain. Donc, le principe de la zone bleue, c'est de s'entourer de nos amis proches, hein, qui partagent des valeurs qui sont saines. En Amérique du Nord, ben, on a un isolement social qui grandit. Plus les années avancent, plus on s'isole. Tu sais, à partir de 40-50 ans, on le voit de plus en plus, tu sais, on s'isole.
On a souvent des relations qui vont être virtuelles seulement et qui sont superficielles. On a plein d'amis sur Facebook, puis plein de contacts sur LinkedIn, puis plein de gens qui nous suivent sur Instagram, mais c'est très en superficie. C'est pas des vraies connexions, tu sais. Et oui, c'est possible d'avoir des vraies connexions en mode virtuel. S'il y a bien quelqu'un que je sais, c'est moi, là, ayant voyagé à plein d'endroits dans le monde, puis étant très connecté à des amis que je vois jamais parce qu'on habite dans 2 pays différents, mais que grâce au virtuel, on reste connecté. Puis il y a des groupes online aussi, tu sais, donc oui, il y a une façon d'avoir des relations, encore une fois, profondes dans le virtuel, mais encore une fois, ce qu'on met beaucoup de l'avant en Amérique du Nord, c'est assez superficiel, tu sais. Et un peu comme qu'est-ce qu'on disait pour la famille, on a une vie qui laisse peu de temps aux amitiés profondes. On embarque dans le brouhaha de la jour, la vie va vite, c'est le travail, c'est les tâches ménagères, c'est les enfants, et on prend plus de temps pour soi et pour nos amitiés puis notre famille, tu sais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on a dit pour la famille puis pour les groupes communautaires, spirituels, religieux, tu sais. Tu peux te trouver vraiment, par exemple, je sais pas moi, des groupes dans ta communauté de sport, de bénévolat, d'art, de faire un jardin communautaire, tu sais, de faire un truc avec tes voisins durant l'été, d'organiser justement quelque chose de façon régulière, tu sais, mettons, à chaque mois, on se fait un dîner sur un thème spécifique. Moi, j'en suis dans un groupe de réseautage où est-ce qu'on a des moments comme ça à chaque année, à chaque année, mais à chaque mois ou presque, où est-ce qu'on va se rencontrer, puis des fois, on fait de l'activité physique ensemble, des fois, on jase de nos défis entrepreneuriaux, des fois, on est juste là pour se voir puis prendre des nouvelles, tu sais. Fait qu'avoir ce groupe d'amis-là, de support-là bienveillants, encore une fois, bienveillant, c'est important, hein, parce que des fois, on a des amitiés qui sont plus toxiques que d'autres, ou on vieillit, justement, on change, on évolue, puis c'est peut-être moins aligné, fait que c'est correct aussi, là, de faire évoluer nos amitiés, mais encore une fois, le principe reste le même, c'est de pas s'isoler, tu sais, puis de pas juste avoir des amis que tu vois, genre, quand tu peux, mais vraiment des piliers de vie, des gens qui vous inspirent, qui vous soutiennent, puis qui vont vivre longtemps à vos côtés, parce qu'encore une fois, la communauté, c'est d'avoir des amitiés, d'avoir des gens, bien, c'est un des critères numéro 1 sur la longévité. Puis il y a un autre épisode de podcast qui s'en vient aussi avec Éric Simard, qui est docteur et chercheur, justement, en vieillissement, en longévité, puis vous allez l'entendre, là, dans une couple de semaines, c'est exactement ça qu'il dit, tu sais. Oui, l'alimentation, bien manger, pas trop stresser, bouger, bien sûr, le sommeil, etc. Mais le critère numéro 1, c'est cet aspect-là d'avoir des amis, communauté, puis d'être soutenu. Donc, super, super important. Fait que voilà. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux merveilleuses zones bleues. Je suis super reconnaissante. Je sais pas si je vais aller... J'ai déjà été au Costa Rica, mais j'avais pas été dans cette zone bleue-là spécifiquement. Je sais pas si je vais me ramasser en Grèce, en Californie, au Japon, dans ces zones-là, mais au moins, j'ai déjà passé du temps dans une des 5 zones bleues. Et je voulais vraiment en jaser de cette façon-là, avoir des rappels aussi, encore une fois, dans les 9 critères. C'est des choses qu'on sait, mais de démontrer, les expliquer, de s'en rappeler de cette façon-là, surtout avec des données tellement claires. Tellement claires! Comme ça le dit, là, c'est vraiment les 5 places dans le monde où est-ce que les gens y vivent le plus à 100 ans, puis en plus, sains et heureux, comme « we can't make this up », là, c'est littéralement prouvé. Fait que je vous encourage à choisir une chose. Ça peut être une chose par critère ou une chose point, tu sais, puis vraiment en faire une grande priorité dans les prochaines semaines ou pour l'été. Peu importe c'est quoi, que ça soit d'appeler plus souvent vos grands-parents, que ça soit de manger plus en pleine conscience, que ça soit d'intégrer une marche de plus au-delà de vos entraînements intenses, tu sais, puis vraiment d'en faire une grande priorité. Puis vous allez voir qu'une bonne habitude en entraîne une autre, comme toujours. Donc, parce que vous allez prioriser quelque chose qui fait partie des 9 principes, en fait, bien, il y a probablement d'autres choses aussi qui vont s'intégrer de façon assez claire et même intuitive, j'ai envie de dire, tu sais. Fait que c'est ce que je vous encourage à faire, c'est ce que je veux vous inspirer à faire aussi, d'intégrer les Power 9, donc les 9 principes, critères puissants qui définissent une zone bleue. Et bien sûr, si vous avez de la difficulté avec ça, à intégrer des choses de façon constante, c'est comme, OK, Claudia, je comprends, là, c'est des choses que je sais que je devrais faire, mais je le fais pas encore, bien, c'est là que le coaching peut devenir super important puis super pertinent. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Première consultation est toujours gratuite. On parle de vos objectifs, on parle de vos défis, de vos obstacles. Je vous explique un peu comment je fonctionne, mes philosophies de coaching, etc. On voit si c'est un bon match ou sinon, bien, j'essaie de vous référer à quelqu'un d'autre qui serait un bon match pour vous aider justement
justement à vivre longtemps, et non seulement longtemps, mais de façon awesome, saine et heureuse. Donc, je vous laisse avec un quote que je trouvais que, quand même à propos. On l'entend souvent, mais je pense que je l'avais jamais dit sur le podcast, puis comme je dis, c'est pas mal à propos avec la conversation d'aujourd'hui. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Donc, on n'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux. On devient vieux parce qu'on arrête de jouer. Donc, dans tous ces beaux principes-là, n'oublions pas de ne pas prendre la vie trop au sérieux. On va tous mourir anyway, tu sais. Donc, faut avoir du fun, faut jouer, faut avoir du plaisir, faut être spontané, faut avoir du bonheur, ressentir du bonheur plutôt, puis avoir du fun, puis continuer à jouer. Puis ça va nous aider aussi à pas vieillir trop vite.